Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Paninicast, votre rendez-vous régulier où nous revenons chaque mois sur nos sorties, l'actualité comics autour de notre catalogue, ainsi que sur les personnages, séries ou artistes qui nous accompagnent. Pour cela, je suis toujours accompagné par Aurélien. Salut Aurélien, Salut Émile. comment ça va en cette avant-veille d'Angoulême? Ça va plutôt pas mal. J'espère que vous éclaterez bien à Angoulême. Moi, pendant ce temps, je ferai des nuits normales. C'est c'est un peu l'ambiance, oui. Je, je suis en train d'accumuler des nuits de sommeil là parce que je sais que ça va être très compliqué. En plus, comme vous le savez, on aura l'extraordinaire Pichomoko sur notre stand et on aura l'occasion de reparler de son travail un peu plus tard. Je suis pas du tout jaloux que vous soyez avec elle tout le week-end et que moi je sois à Paris. Tu pourras lui faire un coucou à Pulps? Tout à fait. Pour l'instant, donc nous sommes en train d'enregistrer avant le festival d'Angoulême, mais quand vous écouterez ce podcast, Angoulême est passé. Vous avez peut-être eu la chance de rencontrer Pitch Momoko sur notre stand lors du FIBD, ou pour ceux qui ne pouvaient pas y être, vous l'avez peut-être vu lors de la dédicace à Pulps Comics à Paris. Forcément, on a envie de vous parler de ses œuvres chez Marvel, et notamment de Demon Days et Demon Wars, qui l'a peut-être projeté dans le regard du public, on va dire. Émile, est-ce que tu veux commencer à nous en parler? Pichomoko, pour revenir un peu sur sa carrière, c'est une artiste qui a eu apparemment, donc de ce qu'elle raconte, l'envie de commencer dans le milieu à travers le mangaka Atsushi Kaneko, un mangaka qu'on connaît bien pour ses œuvres sorties notamment chez Casterman, et qui a récemment édité chez Delcourt avec la série Evol, que je vous recommande. Par la suite, c'est Adi Granov, l'artiste qui l'a repéré, et elle a vraiment explosé pendant le Covid, on va dire, grâce à ses covers toutes plus belles les unes que les autres. Et Pichomoko, c'est une artiste qui ne cesse d'évoluer, puisque donc Marvel lui a confié au départ une mini-série qui s'appelait Demon Days, qui déjà montrait tout son talent pour faire des pages intérieures avec une digestion de l'univers Marvel via le folklore japonais. Puis après Demon Wars, et bientôt, au moment où on enregistre, Ultimate X-Men, qu'on a très 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 hâte de découvrir, qui va permettre justement de découvrir qu'elle s'améliore, je trouve, de travail en travail, et lire coup sur coup Demon Days, Demon Wars le prouve suffisamment. Et j'ai oublié aussi également les petits one-shots qu'elle a pu faire sur Star Wars Vision, et le Dark Vador Black, White and Red, qui est absolument fabuleux. Ces deux récits Star Wars, ils sont muets. Alors je dois avouer que je suis pas souvent fan des récits muets. J'ai tendance à dire oui c'est joli, ok, puis je tourne les pages un petit peu, voilà. Ouais bon ok c'était beau. C'est vrai que les récits de Pitch Momoko muets là avec l'imagerie de Star Wars, ça donne des trucs avec souvent des espèces d'ambiance un peu glauque, un petit peu poisseuse. C'est absolument incroyable ce qu'elle en fait. Mais surtout qu'en plus, Pichomoko à ce moment-là était. Alors, je sais pas si on peut vraiment découper les périodes artistiques de cette artiste japonaise, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que des fois, vu qu'elle fait souvent des variantes thématiques, j'ai l'impression que la Dark Vador collait parfaitement à une période plutôt horrifique, où elle faisait les covers Hmm. horror pour Marvel. Et Dark Vador, il y a des visions incroyables. Vraiment, avec des sabres laser Ouais. géants, dans des cauchemars, enfin, c'est absolument fabuleux. Mais bref, revenons à la saga Demon Days et Demon Wars. Demon Days, on a pu le sortir il y a déjà oula, bien 2 ans, en Ouais. deux formats, donc le grand format américain et un format collector avec un dos toilé et un portfolio avec des illustrations d'autrices pour pouvoir encadrer chez vous ou faire signer éventuellement ou des choses comme ça. Et donc 2 ans plus tard, nous sortons donc Demon Wars, et Demon Wars, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Oui, et c'est vraiment très bien. On est vraiment dans la suite directe de Demon Days. Déjà, dans Demon Days, on avait ce côté hein, qui peut faire penser un petit peu à des choses comme Chihiro, avec un personnage, on va dire, qui vit dans le monde réel et qui va vous découvrir la face cachée de la réalité, qui est une réalité où du coup vivent les yokai et compagnie, donc tous les démons ou créatures folkloriques de l'univers japonais, du folklore japonais. Et évidemment, c'est l'occasion pour Pitch
Momoko de ces yokai, elle les hybride, on va dire, avec des personnages Marvel. Des fois de manière très claire, très évidente, on arrive tout de suite à voir quelle est l'inspiration, et d'autres fois, on essaye de deviner sans savoir. Je trouve que sur Demon Wars, elle Mm. pousse encore plus loin cet aspect-là. On se retrouve encore plus dans cette espèce de réalité qui s'effondre pour voir l'autre côté du décor. Et si certains persos sont clairement identifiés, on reconnaît clairement que l'armure vivante c'est Iron Man, on reconnaît que tel samouraï c'est Captain America, le personnage ailé, bon, c'est le faucon, etc. Mais il y en a certains autres où je trouve qu'on est plus interrogatif, encore plus que sur Demon Days. On se dit, ah, c'est peut-être lui ou peut-être elle, ou etc. Et je trouve que ça participe encore plus à une espèce de. À la fois, il y a un côté savoureux de jeu de piste. En tant que fan de l'univers Marvel, on peut essayer de deviner quel est ce personnage qu'on croise au détour d'un chemin. Et de l'autre côté, ça permet aussi de se plonger encore plus facilement dans l'univers de Peach Momoko, parce que on peut se laisser aussi aller plus facilement. On oublie un peu plus ces personnages Marvel, on est plus dans le récit tel de Mariko, et Et c'est en même passionnant à temps, suivre. même s'il y a des personnages qu'on arrive à identifier comme étant Iron Man par exemple, il y a un côté assez débonnaire que le personnage n'a pas forcément dans l'univers comics tel qu'on connaît, et qui fait que du coup, même si on ne connaît pas vraiment les dernières aventures de Iron Man, on peut tout à fait suivre ce comics-là en fait sans forcément avoir le besoin de tout comprendre l'univers Marvel actuel en fait. Vu que c'est vraiment un Elseworld, Complètement. c'est un peu la force de ce qui fait, par exemple, un Tom Taylor aussi, qui est très connu pour ça chez DC, et je dirais que Pichomoko a réussi à faire ça chez Marvel. Et justement, moi, j'ai fait lire Demon Days, notamment en format, on y reviendra sûrement en petit format, qu'on va dire manga, de notre collection Marvel Manga chez Panini Manga, à des amis qui ne lisent pas du tout de comics et qui, voilà, pour l'anecdote, il y a un ami à moi qui a lu Spider-Man Reign, il m'a dit c'est qui ça, Jonah J, je sais pas qui c'est. Alors bon, pour nous c'est la base, on les a vus dans les films, on les a vus dans les comics, donc vraiment niveau zéro de connaissance de l'univers Marvel. Mais Demon Days, il a adoré. C'est-à-dire que vraiment, il a trouvé ses marques assez facilement, le côté graphique l'a beaucoup plu, les couleurs aussi sont sublimes, vraiment, et aussi à la fin, tout le petit lexique de yokai et de divinité japonaise permet aussi en même temps d'en apprendre un peu plus. Enfin, c'est vraiment une artiste qui, je trouve, et c'est aussi pour ça que on a réédité ensuite Demon Days en format manga, et aussi qu'on a fait ces grands formats plutôt type, alors c'est pas des tirages de tête, mais plutôt luxueux, et qu'on l'a fait venir aussi à Angoulême. C'est que Pichomoko pour nous est vraiment une artiste qui arrive à parler aussi bien aux fans de comics de fait, puisqu'elle était chez Marvel, aux fans de BD japonaises, puisque effectivement elle a un tropisme naturel, étant donné qu'elle est japonaise elle-même, et au niveau esthétique, au niveau aussi graphique, au niveau narratif de ses influences, et elle peut parler également à des lecteurs curieux de bande dessinée, qui, attirés par le côté japonisant en fait de la chose, pourront peut-être s'intéresser à cette autrice. C'est vraiment, ouais, c'est la perle rare, qui est à la fois une méga star. Donc c'est vraiment un profil complètement atypique et qui modifie un peu les règles habituelles de ce qu'on s'attend à trouver en comics. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de ce qu'elle va faire sur Ultimate X-Men. Donc pour l'instant, on a juste lu la preview, quoi. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir qu'elle va a priori garder un peu le même type d'angle que ce qu'elle fait sur Demon Days et Demon Wars, pour aborder un titre qui va vivre à côté d'une série Ultimate Spider-Man, de personnages classiques de l'univers Marvel, même s'ils sont réinventés. Donc c'est assez excitant de se projeter là-dessus et de voir jusqu'où son potentiel peut s'exprimer dans un univers où elle n'est pas en plus la seule à jouer avec C'est ça, parce que les personnages. jusqu'ici, elle était plutôt en vase clos, dans son univers à elle. Et ce qui sera très intéressant de voir, c'est justement comment elle arrive à cohabiter. Parce que graphiquement, évidemment, il n'y aura pas forcément de lien entre ce que va faire Kazeli sur Black Panther et Keketo sur Spider-Man. Et donc, ce sera très intéressant de voir ces univers-là cohabiter. J'ai l'impression qu'à chaque émission, on parle de l'univers Ultimate à venir. Non, ça va être le teaser le plus long de C'est vrai l'histoire. qu'en fin d'année, on a quand même énormément de sorties très très alléchantes. Je dois avouer que ça fait un moment qu'on n'avait Ouais. pas un line-up aussi fou. Tu es en train de révéler des choses, Émile. Secret de Polichinelle. On n'a Oui, pas dit voilà. comment on les sortirait. On continue avec justement des titres où on se prend Ah des oui, claques et graphiques. quelle claque graphique.
parce qu'il s'agit du Silver Surfer de Ron Mars, donc au niveau de l'histoire, et de Claudio Castellini. C'est un titre qui est très particulier pour beaucoup de raisons. Déjà, puisqu'il s'agit en fait du titre qui a permis aux auteurs italiens de pénétrer chez Marvel, Castellini étant le premier artiste italien à être publié à l'époque par la Maison des Idées. C'est un titre qui a été sorti d'abord en italien en grand format noir et blanc sous le nom de Dangerous Artifact en VO anglaise, plus tard chez Marvel, mais avec des couleurs. Et comme l'édito du livre le reviendra de manière assez détaillée, c'est un livre dont Castellini, le dessinateur, n'a jamais été satisfait en termes d'édition, puisque lui, c'est vraiment ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre, l'œuvre dans laquelle il a tout mis, tout son talent, et justement, on y revient, ses influences qui sont croisées, à savoir ses études artistiques italiennes, son amour du Silver Surfer, notamment de John Buscema, et aussi son amour de la mécanique et des mechas japonais. Et ça, c'est quelque chose que j'avoue, je m'attendais pas forcément à voir, et devant lesquels j'ai vraiment bavé. J'ai trouvé un terme plus poli, mais on va dire oui, c'était bavé, littéralement, devant les montagnes de mechas et de mécanismes qu'il va mettre en œuvre dans son histoire du Silver Surfer, notamment pour représenter le vaisseau de Galactus, qui est, voilà, je pense, un des plus beaux Galactus qui a jamais été dessiné. Dans une histoire qui est certes assez courte, hein, puisque je crois qu'elle fait qu'une 60aine de pages, mais qui est aussi passionnante pour ce qu'elle est graphiquement que pour sa genèse et pour son développement. Puisque l'édition qu'on a sortie en mois de février, donc en Marvel Prestige noir et blanc, va être donc, comme son nom l'indique, intégralement noir et blanc, avec un énorme cahier critique qui va revenir sur la totalité de la genèse de l'œuvre, avec une interview de Claudio Castellini, un cahier graphique qui était inédit jusqu'ici, et une genèse de l'œuvre. Ouais, et en plus de ça, tu disais, il n'a jamais été satisfait de son œuvre, en fait, surtout de la manière dont elle a été publiée, du coup, initialement. Mais même, vu qu'il avait été pressé pour finir certaines planches et tout ça, il était même pas complètement satisfait à l'époque des finitions de certaines planches, et donc il est revenu pour cette édition, il est revenu finaliser, enfin, même pas finaliser, il est venu Sublimé. ouais, sublimer, ouais, c'est le bon terme. Et j'ai presque envie de dire rentrer dans des détails absurdes en termes de pointillisme, rajouter ici un effet de lumière, rajouter ici des détails, etc., pour donner une version, on a envie de dire 4K, quoi, Parce qu'en fait, il du a récit. toujours pensé son histoire dans un très grand format, et comme il explique très bien dans la partie édito, il aime donner de la vie à ses scènes. Et par exemple, un détail très con qu'il donne, hein, c'est il y a des rats à un moment donné qui se bouffent. Mais ça, c'est vraiment dans un arrière-plan d'une séquence de Saloon qui fait beaucoup penser à une séquence de Cantina de Star Wars, où en fait un personnage va rencontrer Thanos. Parce qu'évidemment, hein, il voulait dessiner Thanos. Ron Mars d'ailleurs a intégré Thanos à l'histoire juste parce que Castellini voulait le dessiner. Et alors, anecdote perso sur Castellini et Thanos, et le Silver d'ailleurs, et le Silver Surfer, je me suis rendu compte assez récemment que le poster que j'avais dans ma chambre de Thanos faisant face au Silver Surfer quand j'étais ado, un immense poster, était de Castellini justement. Donc j'avais du Castellini chez moi Ah d'accord, ah oui. quand j'étais ado. Voilà, c'était La classe. l'anecdote nulle du jour. Non, parce qu'en plus, quand on l'a annoncé, je sais qu'il y avait pas mal de personnes plutôt informées qui n'étaient pas forcément au courant de cette édition. Enfin, pas forcément d'édition, mais de cette œuvre-là. J'ai l'impression que c'est pas forcément une œuvre qui a laissé une si Ouais. grande place que ça dans la pop culture. Non, parce que justement, vu que l'édition couleur notamment, et bah, les couleurs sont pas folles, hein, pour être gentil, ça rendait pas du tout grâce au travail de Castellini. Ça semblait être une simple histoire du surfeur. Alors que là, quand on la redécouvre en noir et blanc et dans un grand format et avec un papier qui sublime justement le souci du détail de Castellini, on se retrouve avec un truc où on s'en mange plein la gueule. C'est de la folie. La première apparition du vaisseau de Galactus, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, parce qu'en fait, il joue sur l'infini. C'est-à-dire que lui, comme il explique dans l'interview, il joue sur le côté de plutôt que d'avoir en fait des pièces de science-fiction habituelles avec juste des bip 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 bip, et puis c'est tout, lui il va plutôt jouer sur le côté de on voit en fait des myriades d'ordinateurs avec des détails partout, et du coup les détails à chaque fois quand on approche s'accentuent et donnent cette impression de gigantisme. Et le vaisseau de Galactus qui est en boucle infinie
est vraiment incroyable. Vraiment, voilà. Et donc, tout a été fait normalement pour faire de ce premier volume de la collection Noir et Blanc Prestige une réussite, puisque on a, comme Aurélien l'a mentionné, un papier spécial de 170 grammes, qui est vraiment, qu'on le ressent au toucher, qui permettra normalement de rendre le rendu noir et blanc au maximum. Et on a de très 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 belles éditions qui arrivent en fin d'année, notamment une chose assez inédite en Europe, qui m'a été soufflée par un certain dessinateur français, que je remercie, et qui, voilà, lui aussi espérait un jour un retour d'une édition noir et blanc de beaucoup d'œuvres qu'on a au catalogue, et on espère que les prochains volumes de la collection noir et blanc sauront satisfaire tous les amateurs de beaux dessins. Je n'en doute pas. On enchaîne avec toujours de la SF, mais on sort de l'univers Marvel et on va parler de Cyberpunk 2077 et notamment, alors on s'est partagé les tâches avec Émile. On va vous parler des diverses sorties comics de Cyberpunk 2077. Moi, je vais vous parler de ce qui sort au mois de février et Émile va rebondir sur ce qui est sorti avant cela. Là, au mois de février, on sort Big City Dream. Je crois qu'on a traduit le titre en VF. Des fois, hein, on oublie un peu ce genre de choses parce qu'on a des fois la tête tellement dans le guidon que voilà, c'est les rêves de Night City du coup. Au scénario, c'est Bartosz Tiebor, qui est en fait quelqu'un qui travaille chez Red CD Project. Red CD Projekt. Je savais qu'il y avait Red et Project et je savais plus l'ordre. Euh, et qui en fait a entre autres fait aussi les scénarios des BD The Witcher et je crois que c'est pas le premier comics de Cyberpunk 2077 qu'il scénarise. La plupart je crois sont de lui. Il est accompagné au dessin de Alessio Fioriniello et de Felipe Andrade que j'aime tout particulièrement. Du coup, les rêves de Night City, ça a cette première particularité d'être en partie dessiné par Felipe Andrade, dessinateur que certains auront peut-être déjà lu chez Marvel. Il a fait du Rocket Raccoon avec Scotty Young. Comme par hasard. Ah, comme par hasard, comme par hasard. Mais sinon, certains l'auront découvert peut-être avec le titre indé publié par Urban Comics, Toutes les vies de Leila Star. Et Toutes les morts. toutes les morts de Leila Star. Oui, bah oui, oui aussi. Tu confonds avec Wolverine. Ouais, c'est ça. En tout cas, Philippe Andrade, c'est un dessinateur que j'aime énormément. Je suis très 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 très, très fan. D'ailleurs, j'ai une de ses planches originales chez moi, donc je suis pas fan à moitié, on va dire. Et c'est une crème. Pour l'avoir rencontré à Ah Nice, ouais? il est adorable. Ah oui, donc ça m'étonne pas qu'il soit très sympathique. De toute façon, les dessinateurs européens le sont toujours. Et je dis pas ça du tout par chauvinisme. Et une des particularités donc des rêves de Night City, c'est que ça a eu le prix Hugo. Alors les prix Hugo, ils sont quand même plutôt connus, hein, ça fait partie des grands prix du monde de la science-fiction. Il y a eu le prix Hugo donc de la meilleure œuvre graphique, donc de la meilleure BD de l'année 2023, sachant que du coup au passage, il bat des œuvres comme Saga, des très grandes BD très connues et très prestigieuses, alors que c'est vrai qu'on imagine qu'un tome comme ça d'un spin-off de jeux vidéo n'aurait pas eu les épaules pour concourir et encore moins pour gagner dans ce genre de cérémonie. Et en fait, c'est assez significatif parce que c'est vrai que le titre est vraiment très bon. On est vraiment dans de la SF, j'ai envie de dire classique, ce qui n'est pas du tout une péjorative dans ma bouche. On pense vraiment à plein de films ou de séries ou d'autres BD de science-fiction avec le côté, la réalité qui s'efface un peu, les personnes qui vendent leurs souvenirs pour qu'ils servent de distraction à d'autres personnes, etc. Ce genre de choses, c'est quand même des tropes assez souvent utilisées dans le domaine de la science-fiction. Et là, ça rend extrêmement bien sous cette patte graphique parce qu'on se retrouve avec du coup la réalité qui est dessinée par Alessio Fioriniello et les souvenirs en partie voilà qui sont dessinés par Felipe Andrade et donc ce passage d'un dessinateur à l'autre sert aussi de fil conducteur narratif qui est d'ailleurs très bien raconté parce que ça met du temps à être dévoilé mais en fait on comprend très vite justement grâce à ce changement de dessinateur. Du coup bah ça parle des rêves, de ce qu'on espère faire dans la vie, de ce qu'on n'y arrivera peut-être pas à faire, voilà, de déception, de choses comme ça. C'est un récit assez court mais très marquant. Tu as joué au jeu ou pas? Absolument pas.
En plus, donc vraiment, le plaisir, il vient vraiment. J'ai ni joué aux jeux vidéo, ni aux jeux de rôle dont c'est tiré aussi Ouais. à la base. Mais vraiment, le plaisir, il est venu juste de la pure lecture de la bande dessinée en tant que telle. Du coup, sans vraiment aucun prérequis initial. C'est vrai que comme tu l'as dit, ça pourrait paraître un peu surprenant qu'on vous recommande ce qui pourrait ne paraître qu'un produit dérivé en fait d'un jeu vidéo à succès. Mais en vrai, tout l'univers cyberpunk est vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'on a sorti récemment le roman No Coincidence. On est déjà en impression, c'est un titre qui marche très bien chez nous en roman. Les comics, pareil, on a passé beaucoup de réimpressions déjà des premiers, donc Trauma Team et Tu as ma parole, donc voilà. Et là, récemment, on a pu sortir aussi donc Blackout et Ta Voix. Ta Voix, c'est typiquement, en fait, comme tu le disais, Big City Dream répondait à un certain standard de science-fiction. Ta Voix, ça va plutôt être le côté un peu vraiment cyberpunk au sens propre de mélanger ce polar avec des trucs un peu sociaux et aussi le côté de un destin individuel d'un mec un peu loser dont la rencontre avec quelqu'un va finalement déboucher sur un complot à grande échelle. Il va faire partie d'un complot sans s'en rendre compte. Enfin, un pauvre gars manipulé, vraiment quelque chose de très noir au niveau de l'écriture, noir au sens roman noir, de grand destin percuté par la grande histoire. Et on a aussi du coup Blackout, qui est un titre très intéressant, beaucoup plus côté versant Ice Movie, donc film de braquage, qui lui aussi autour d'un ingénieur brillant que tout le monde ostracise, qui va se retrouver avec d'autres paumés pour faire un braquage, et qui pense tout calculer, tous les risques. Donc il y a beaucoup de côté un peu en mode genre, vous m'avez peut-être déjà vu dans cette scène-là, mais je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et du coup, ça joue vachement là-dessus, avec une conséquence tragique aussi. Et en ça, c'est vraiment très bien écrit. Et vraiment, je vous invite à vraiment découvrir ces comics-là, puisque c'est plus que des produits dérivés. C'est de super comics de science-fiction, dans un univers qui est vraiment passionnant. Si vous avez joué au jeu, il y a aussi, qui est sorti en janvier, Where's Johnny, Où est Johnny, qui lui est peut-être celui qui est beaucoup plus en rapport avec le jeu, puisqu'on y voit le personnage interprété par Keanu Reeves. Mais à part ça, vraiment, la plupart des comics ne requièrent aucun prérequis. La preuve, c'est qu'Aurélien en a parlé sans avoir vraiment forcément joué au jeu. Et disons que lire ça, ça montre vraiment à quel point l'univers est très riche et à quel point, en fait, Red CD Projekt a bien pensé son univers. Dernier titre qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est rien de moins que la réédition en deluxe du Daredevil par Chip Zdarsky et Marco King Keketo. Ah, tu lui rajoutes le titre de King. Ah, je crois que depuis le Spider-Man, il a gagné ses honneurs. Donc ouais, c'est on va dire le dernier run en date de Daredevil qui vient de se terminer en édition 100% et que du coup on passe directement en deluxe. Tu vas sans doute nous expliquer pourquoi dans la foulée. Qui est une chose pas forcément courante, hein, parce que c'est vrai que habituellement les runs qui ont été publiés en 100%, bah, certains sont publiés après en deluxe ou en omnibus ou dans d'autres formats, mais déjà c'est pas une règle absolue, hein, c'est vraiment pas le cas de tous. Et généralement il y a plus de temps qui passe. Là, c'est un petit peu un cas à part dont tu vas nous parler ensuite. Mais c'est vrai que bah, Daredevil, en tant que personnage, c'est un personnage qui est souvent très bien loti chez Marvel. On en parlera forcément en long, en large et en travers d'ici quelques semaines quand on sera au 60e anniversaire du perso. J'ai vu que c'était réclamé, hein. Oui, franchement, ça fait partie des premiers trucs qu'on nous a réclamé quand on a sorti le premier podcast, l'épisode pilote. Il y a tout de suite eu sur Twitter un tweetos qui a dit vous allez nous en faire un sur Daredevil, hein. Ok, promis. On va le faire, on va le faire. J'ai cru qu'on allait demander un épisode sur Écureuillette, tu vois, ou un truc un peu absurde, mais Oh là là, finalement, Daredevil est sorti, quoi. je ne relèverai pas ton cheap shot sur Écureuillette. Mais de toute façon, ouais, le run de Zdarsky et Keketo est un de ceux qui a été très très apprécié des lecteurs de bout en bout en général. Bon, évidemment, tout le monde ne partage pas forcément cet avis, mais ça c'est le cas de absolument toutes les BD. Mais c'est vrai que déjà le fait que Keketo soit resté du début à la fin, alors pas de manière continue, hein, il a fait des pauses à certains moments, etc. Il a été remplacé par d'autres dessinateurs, voilà, mais il est là du début à la fin à peu près un arc sur deux, on va dire.
Ça a participé en plus à donner une vraie identité graphique au titre sur l'ensemble. Et en termes de scénario, c'est vrai que Zdarsky, quand il récupère des personnages, il a ce truc de souvent euh, mélanger des aspects très, on va dire, premier degré, très ce qu'on attend de voir sur le perso, voilà, très, très urbain ou des choses comme ça. C'est ce qu'il a fait sur Daredevil, c'est ce qu'il a fait sur Spider-Man aussi, et c'est ce qu'il a fait aussi sur Batman chez A Distinguée Concurrence, parce que Zdarsky est, je crois, le premier auteur à écrire en même temps Daredevil et Batman. Mais le fait est, c'est qu'il part de quelque chose donc d'assez attendu, et après il va rajouter des chemins de traverse, parfois assez, j'ai envie de dire, assez violents. C'est-à-dire qu'il va rajouter là-dessus des choses auxquelles ça sort pas de l'ADN du perso, mais c'est pas forcément les choses auxquelles on s'attend le plus. Typiquement sur Daredevil, à côté des aspects les plus légaux, le personnage tourmenté, ces choses-là, il va rajouter des intrigues fantastiques, avec des questionnements sur le libre arbitre face au divin et des choses comme ça. Donc on voit bien qu'on sort pas de l'essence même du personnage de Matt Murdock, mais on le pousse quand même un peu dans ses retranchements et dans des choses auxquelles on s'attend pas forcément à lire sur le perso, quoi. Ouais, et puis comme tu l'as dit, je trouve le travail avec Keto est formidable en termes de chara design. Ouais. C'est-à-dire que le nouveau design qu'il trouve pour le deuxième Daredevil qui apparaîtra en fait au cours de la série est absolument fabuleux. Et d'ailleurs, très rapidement, il y a eu des figurines parce que je pense qu'il sera appelé à avoir une postérité. Et je pense que le personnage qui revêt ce deuxième costume, ce sera compliqué de l'enlever. Parce que vraiment, il est vraiment magnifique, quoi. Et même aussi, ça l'a tellement changé. D'ailleurs, au cours de. Ce personnage a tellement évolué au cours du run de Zdarsky que il sera compliqué de revenir à ce qui pouvait être du temps de Miller. Ouais, on parle d'Electra, hein, parce que là, du coup, Ouais, pardon. Ouais. En fait, je voulais pas trop spoiler. Bon, ouais, bon, là, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a lu, hein. ouais, non, puis Et même, elle est sur. spoiler alerte, il est aveugle, Daredevil, vous savez. Voilà, non, mais bon, Electra en Daredevil, de toute façon, elle est sur un paquet de couvertures, elle est dans plein de séries autres Oui, oui, c'est vrai, que c'est vrai, c'est vrai, Daredevil. c'est vrai. Bon, puis là, le moment où tu balances Miller, hein, franchement, Vous ouais, savez, le personnage grec là-bas, ouais, mais je ne dis pas lequel. mais je suis mystérieux. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est forcément une des grosses sorties du mois. Et voilà, en plus, euh, il y a une vraie logique éditoriale à le sortir en Deluxe. Déjà une logique commerciale, tu nous expliques du coup un peu? Oui, en fait, on va dire que, comme vous le savez, au niveau de la crise des matières premières, ça a vachement impacté notre manière de penser les réimpressions. Et pour Daredevil, on était un peu coincé, on était dans le cas typique où, en fait, on en vendait suffisamment parce que la série a une certaine hype dans les 100% de cette génération-là, avec Immortal Hulk ou Venom Duplicates par exemple. Mais en même temps, les ventes qu'on faisait étaient insuffisantes pour pouvoir réimprimer de manière pérenne. C'est-à-dire qu'en gros, on réimprimait mais à perte. Et du coup, étant donné qu'on était aussi au moment où on était en train de remettre à disposition l'entièreté du catalogue de Daredevil, alors pas l'entièreté pour être tout à fait exact, mais plutôt les grands jalons, donc je pense au run de Miller en omnibus, au run de Mark Waid en omnibus, et en parallèle les rééditions en deluxe, nouveau format de Bendis et de Brubaker, il nous semblait important, je trouve, de très vite en fait battre le fer tant qu'il est encore chaud, puisque Zdarsky est quelqu'un qui a été énormément récompensé par l'industrie actuellement, de pouvoir permettre à des personnes qui découvrent Batman actuellement via son run sur le personnage, ou qui entendraient parler de Zdarsky via son travail en indé, je pense à son Public Domain, ou alors à peut-être Sex Criminal, qui, si je m'ai compris, fera son retour. En tout cas, il y avait plusieurs ports d'entrée possibles vers ce scénariste-là, et il nous semble important de profiter de l'occasion pour rééditer l'année des 60 ans du personnage, un Deluxe Daredevil par Chip Zdarsky et Keketo, qui nous semble être un des runs majeurs dès la décennie sur le personnage. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que ça permet de le faire du coup en 4 tomes. Oui, Donc beaucoup plus c'est. économique aussi à la fin, quoi. Voilà. Et en plus de ça, c'est vrai que vu qu'on avait prévu de faire cette réédition du Punisher de Rukai et Keketo cette année, il y avait vraiment un truc où c'était dommage de pas en profiter aussi pour le sortir à ce moment-là et faire pas un event autour de Keketo, mais en tout cas d'avoir ces deux titres qui sortent en parallèle. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'étoiles alignées pour que on le ressorte aussi rapidement, quoi, vu que le dernier tome en 100% est sorti en janvier, et là en février on sort le premier tome de la réédition en deluxe.
Et pour les personnes qui voulaient uniquement lire le Devil's Reign, étant donné que c'est un event un peu, comment dire, un peu comme ce qui va se passer avec Gang War pour Spider-Man, c'est un event qui est tellement lié au personnage qu'en fait, il nous semblait un peu compliqué de le sortir tout seul, puisque honnêtement, lire l'event seul n'avait pas forcément d'intérêt pour nous, éditorialement, et donc du coup, il sera réédité dans un 3e tome avec les prémices qui correspondent à peu près au tome 7 de l'édition 100% du Daredevil. Et donc vous pourrez trouver, pour ceux qui ne veulent que Devil's Reign, l'intégralité de l'event, pardon, dans le Deluxe, qui sera le 3e, je crois. Ouais, ouais. Alors je te reprends juste sur le terme d'intégralité. Ce sera l'intégralité des épisodes écrits par Oui, Zdarsky. Donc oui, oui, non, mais voilà, juste histoire que ce soit clair. Donc tous les épisodes écrits par Zdarsky, ce qui veut dire donc la mini-série principale, l'épisode conclusif Omega, mais aussi la mini-série Woman Without Fear, centrée sur une héroïne grecque dont on taira le nom pour ne pas spoiler. mais qui apparemment est importante. Mais l'avenir nous le dira. Voilà. Non, blague à part, disons que oui, c'est vrai qu'intégralité, des fois, ça peut forcément dire quelque chose de différent selon comment on apprécie ou pas les events ou les crossovers. Ouais, voilà, non, mais c'est vrai que du coup, il y a eu la publication en Tu soft fais bien de le proposer. de softcover où pour le coup, c'est l'intégralité avec tous les épisodes et tous les tie-in. Mm. Et là, ce sera un tome centré sur le travail de Zdarsky sur le personnage. Après, bah oui, je peux comprendre aussi ceux qui sont déçus de pas avoir l'édition qui correspond au format qu'ils souhaitent, etc., etc. Après, il y a quand même aussi un moment, quelque chose où on peut pas publier toutes les histoires dans tous les formats possibles. Oui. Du coup, Émile, tu commences par ta reco? Oui, alors ça va être très très court en fait, puisque là je suis en train de lire les intégrales Punisher pour vous préparer une certaine émission qu'on normalement diffusera peu de temps avant ou peu de temps après celle qu'on enregistre actuellement. Et les intégrales Punisher, bah, c'est trop bien. C'est-à-dire que il y avait des contenus que j'avais déjà lus, notamment dans les anthologies ou autres, notamment les épisodes dans lesquels il apparaît avec Spider-Man, mais les mini-séries, et notamment à l'époque ça devait s'appeler les Marvel grand format, j'imagine, mais les premières mini-séries ou un one-shot sur le personnage en noir et blanc, c'est une dinguerie. Ah, c'est vraiment super. En tout cas, découvrir toute la jeunesse du personnage, découvrir aussi, bah, on y reviendra, toute la manière de raconter l'histoire de Punisher et de Frank Castle notamment, c'est vraiment super. Donc je recommande particulièrement donc, la 2e et la 3e intégrale, puisque c'est vraiment là où les aventures solo du Punisher commencent. Et quant à moi, ma reco, bah, c'est toi qui me l'as offert, hein, donc voilà, c'est dans la continuité de l'émission, hein, c'est littéralement une reco que toi tu as fait, mais à moi. Elle est aussi baignée dans l'ambiance d'Angoulême, vu que c'est le clan des pots un manga de Moto Hagio, un manga patrimonial et assez culte, qui est pas une des premières incursions du shoujo du côté des vampires, parce qu'il y a eu quand même pas mal de récits dans les années 60 là-dessus, mais on va dire un des premiers récits majeurs de vampires quand même dans le manga, qui est aussi le début en fait comment dire, d'un changement de paradigme dans la manière de d'écrire les shoujo. C'est une œuvre vraiment captivante avec des dessins qui sont magnifiques, vraiment sublimes, et c'est vraiment voilà, un énorme plaisir, mélange de plaisir patrimonial mais aussi de plaisir direct, quoi. Vraiment, on suit des personnages absolument amoraux complètement de vampires. Ça peut faire penser un petit peu aussi au premier tome de ce qu'a pu faire Anne Rice sur la mythologie du vampire. Donc vachement bien le clan des pots. Merci Émile de m'avoir offert cette BD. De rien. Par contre, la suite, tu peux l'acheter tout seul. Non, je compléterai en plus avec Barbara qui est sortie fin janvier, justement pour accompagner l'exposition et la venue de l'autrice à Angoulême, qui pareil devrait te plaire niveau science-fiction puisque on y manie des concepts d'autres mondes et de rêves imbriqués dans la réalité. Trop bien, trop bien. Voilà, une immense autrice. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Merci à Emmanuel pour le montage. Merci à Clembe pour l'habillage sonore et le générique. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Panini Cast. Merci Emile. Merci Aurélien, ciao.